ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Un couple sur le chemin de la liberté financière. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille Laurent et Charlotte. Et en plus de ça, on a même un petit invité surprise qui est Cyril, parce qu'il va également participer à l'interview. Donc on est tous les 4 autour d'une table. On fait un interview en présentiel pour la première fois, je crois, sur le podcast. Ou peut-être la deuxième, voilà. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que Laurent et Charlotte, on les a rencontrés via Instagram. Ils nous avaient contactés parce que eux-mêmes ont un podcast, Money Mindset, sur les finances personnelles et le développement personnel, avec tout le côté mindset autour de l'argent. Et on a vachement sympathisé avec eux, on les adore et on est trop contents de découvrir tout leur parcours. Et l'idée, en fait, de cet épisode, c'est que eux ne sont pas encore totalement libres financièrement. Ils sont sur le chemin et je me dis que ça peut vous faire du bien à tous de voir comment ça se passe quand on est en plein dedans. Voilà, salut Laurent, salut Charlotte, comment ça va ? Ça va super. Ça va nickel. Et coucou Cyril. Hello, ça me fait plaisir de participer tout simplement sur cet épisode parce que j'adore Charlotte et Laurent. Donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur eux. Alors, on va commencer par le commencement, qui est votre histoire déjà de départ familiale. Où est-ce que vous avez grandi ? Quelles étaient vos conditions financières enfant ? Pour juste que tous les gens qui nous écoutent aient un peu de contexte et sachent d'où vous partez, quoi. Chacun de votre côté. Alors, on commence peut-être par Laurent, parce qu'il est à ma gauche, visuellement. Ouais. Ok. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, voire moyenne supérieure. J'ai un papa qui a une grande carrière, qui est toujours, enfin, il travaille toujours. Il a une grande carrière professionnelle, donc il a rapidement monté les échelons. Il a une carrière internationale, donc j'ai pu vivre dans différents pays. J'ai vécu en Belgique, en France, en Irlande, en Allemagne. Je pense que j'oublie rien, à différents endroits. Donc on a beaucoup déménagé et poursuivre la carrière de mon papa. Je viens d'une famille, je pense que c'est important de le noter quand on parle d'argent, qui est plutôt traditionnelle, donc avec les valeurs judéo-chrétiennes bien ancrées. Donc le rapport à l'argent de mes parents, puisque tu évoquais ça, est plus lié vraiment aux anciennes croyances que l'argent c'est plutôt mal, c'est quelque chose de mal d'avoir de l'argent, que les riches font des choses mauvaises, mais d'un côté c'est quand même bien d'en avoir. Donc j'étais un peu face à ce paradoxe pendant toute mon enfance et mon adolescence, puisque j'avais un papa qui gagnait très bien sa vie, mais à la fois j'avais le discours que l'argent c'est pas bien. Donc voilà un peu pour mon background si je le... Et est-ce que eux ont fait des investissements ? Enfin, ils ont fait des choses ? Alors ils ont fait une fois un investissement immobilier, c'est mal passé. Ils ont fait un investissement immobilier et notamment par leurs convictions religieuses, ils étaient mais on va pas demander un loyer trop élevé, comme ça on va pouvoir aider quelqu'un dans le besoin. Donc ils ont eu plutôt un cassos qui a retourné tout l'appartement, qui les a complètement dégoûtés de l'investissement immobilier. Ils ont eu du mal à le faire sortir et puis ils ont vendu l'appartement. Donc voilà, ça c'était mon contact avec les investissements immobiliers, c'était ça. Non mais c'est génial parce que moi je dis toujours, on mélange pas le caritatif avec l'immobilier. C'est si tu fais du caritatif et que tu as trop d'argent avec ton cash flow, donne-le à des associations si tu veux. C'est dans ce sens-là. Mais mélange pas tout parce que sinon c'est la preuve, une preuve par l'exemple. Exactement. Ok, très bien, j'ai compris ton contexte. Ouais. Et toi, du coup, Charlotte ? Alors moi, je viens d'un monde un peu différent, plutôt vraiment classe moyenne. Donc mon papa est ouvrier, ma maman était employée, mais depuis lors est devenue indépendante. Donc elle est courtier en assurance. Et par contre, mes parents, nous, on a toujours été dans l'IMO. Parce que mon papa, au-delà d'être ouvrier, en fait, il fait beaucoup de construction. Il a fait la menuiserie quand il était jeune. Il fait les toitures. Il travaillait à côté parce que c'est l'avantage de quand on est ouvrier, c'est qu'on fait les pauses. Et bien souvent, ça permet aussi d'avoir une activité professionnelle en plus.
En fait, c'est assez fréquent, en tout cas par chez nous. Et du coup, voilà, nous, quand on était petites, on passait notre temps à aller visiter des vieilles baraques toutes pourries en nous disant ici, on fera un appartement, ici, on fera un salon, etc. Donc, je pense qu'on était à peu près les seuls enfants de la région à se projeter dans des granges où il y avait du vieux foin qui était là depuis 30 ans. Mais voilà, nous, quand on était petites, voilà, on avait six appartements que mes parents avaient rénovés. Et puis, ils sont aussi passés par une phase de dégoût. À un moment, ils ont tout vendu. Mais ils ont continué à faire de l'immobilier, mais personnel, en fait. En gros, nous, on déménageait parce qu'on rénovait, on vendait, construisait, on déménageait. Enfin, c'était un peu notre quotidien. Je pense que mes parents sont des gens qui vivent beaucoup par les projets. Donc, ça les faisait vibrer aussi, même en tant que couple, on va dire. Et je pense que ça m'a permis vraiment de comprendre de me projeter, en fait, dans des endroits et de se rendre compte aussi que c'est possible de créer de la valeur, en fait. Même avec des trucs qui sont tout vieux et tout pourris, c'est tout à fait possible d'en faire quelque chose de vraiment bien. Et on peut sortir de sa classe d'une certaine façon via l'immobilier. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai compris très jeune, que Laurent, lui, n'avait pas. Mais comme nous sommes ensemble, on ne l'a pas dit, mais nous sommes ensemble depuis qu'on a 15 ans. Donc, on a aussi grandi ensemble et nos familles sont très, très proches aujourd'hui. Donc voilà, on a une vision qui est assez partagée avec ça. Et tu dirais que tes parents ont changé de classe grâce à l'immobilier, effectivement? Ah oui, clairement, ça c'est sûr. Et puis, dans un second temps, via l'entrepreneuriat, puisque tous les deux ont eu une activité, mon papa, c'était une activité complémentaire, et ma maman s'est lancée en tant qu'indépendante à 45 ans, quoi. Donc, alors qu'elle était employée depuis 25 ans. Donc, oui, clairement, ils ont changé. Ils ont une vie peut-être à laquelle ils n'auraient pas pu prétendre. Ils n'ont pas fait d'études. Donc, voilà. Ah ouais, donc des parents hyper inspirants, quoi. Voilà, mais avec des parcours hyper différents et je pense qu'on a essayé de prendre le meilleur chez chacun. Ouais, et comme disait Charlotte, comme on se connaît depuis longtemps, moi j'ai aussi grandi, donc je suis dans la famille de Charlotte, entre guillemets, depuis mes 15 ans. Donc j'ai aussi été beaucoup en contact avec ses parents et elle a été beaucoup en contact avec les miens. Donc c'est bien, vous pouvez aussi challenger les parents de l'autre en disant oui, mais t'as vu ce qu'ils ont fait là, tes parents, c'est les mauvaises décisions. Et je pense que ça nous a aidé aussi à grandir par l'exemple, à la fois en prenant ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, en se disant tiens, ça fonctionne pas. Ou des choix immobiliers, tes parents qui avaient beaucoup d'immobilier, puis à un moment qu'ils n'en ont plus eu, on s'est dit, bah tiens, ça c'était peut-être, il y avait peut-être d'autres décisions à prendre, et donc ça nous a permis de vraiment grandir par l'exemple, exemple positif et exemple négatif, de tirer des leçons des erreurs de nos parents. Ah ouais, donc, trop bien. Bon, Dorine, peut-être que j'anticipe déjà tes prochaines questions, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme vous dites que vous êtes ensemble depuis l'âge de 15 ans, du coup, vous avez construit ensemble cet état d'esprit autour de l'investissement immobilier. Comment c'est venu, du coup, vous vous êtes dit vraiment, dès qu'on va travailler, on va commencer à acheter notre propre appartement dans lequel on va vivre, ou vous étiez déjà dans une optique vraiment full investissement? Comment, voilà, le monde de l'investissement est venu à vous? Je me permets de commencer. Moi, je dirais qu'on n'avait pas du tout la même vision au début. Moi, j'ai tout de suite été très attiré par l'immobilier. Donc, tout de suite, dès que j'ai commencé à travailler, à ce moment-là, Charlotte était toujours aux études. Ben, moi, j'avais tout de suite envie d'être propriétaire, plus d'une résidence principale. Et Charlotte, elle, ce qui l'a fait vibrer, c'est les voyages. Donc, elle, ce qu'elle aurait voulu, c'est plus qu'on ait... on loue quelque part et on met tout le budget dans des voyages, on fait le tour du monde et on fait comme ça. Bon. J'ai perdu. Donc, on a très vite acheté, en fait. On a eu la chance de pouvoir, d'arriver à convaincre une banque et on a acheté notre résidence principale. Moi, ça faisait 6 mois que je travaillais, à peu près. Et moi 2. Et moi 2. Trop bien. Donc, on a pu convaincre la banque d'être financé. On a été tout financé. À l'époque, c'était possible en Belgique. Donc, on a vraiment tout financé. Frais de notaire, droit d'enregistrement en Belgique, l'acquisition à 100%, parce qu'on n'avait pas d'épargne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de nos parcours, on n'a pas été aidé financièrement par nos parents, dans le sens où on n'a pas reçu 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros par nos parents. Ça, c'est pas quelque chose. Donc, tout notre parcours s'est fait uniquement par nous-mêmes. Et donc, parce que juste pour comprendre, vous aviez quel âge à ce moment-là? 23 ans, on a acheté notre première maison.
Donc, c'était déjà une maison, 4 chambres, 4 façades, etc. Mais on a fait une super affaire sur notre premier achat. D'ailleurs, on a été visiter la maison avec son papa qui, à l'époque, travaillait aux États-Unis. Donc, c'est vraiment le hasard qu'il est venu avec nous et tout. Et en sortant de cette maison, il nous a dit, de toute façon, si vous l'achetez pas, je l'achète. OK. Et voilà, on a acheté cette maison, mais sans s'en rendre compte, je pense que c'est maintenant avec le recul, on comprend qu'on avait quand même déjà une vision d'investisseur avec cette résidence principale, parce que nous l'avons entièrement rénovée. Mais à chaque fois qu'on faisait un choix de rénovation, eh bien, on avait toujours à l'idée que on allait la revendre et qu'il fallait que ce soit rentable entre guillemets, que ça ne fasse, enfin que ça ne nous coûte pas plus cher que ce que ça apportait à la maison. Ok. C'était vraiment. On était vraiment dans un homestaging, mais un homestaging pour nous. On essayait de trouver des choses qui étaient coup de cœur pour nous, mais qui respectaient un budget très strict. Donc, on a par exemple on a décidé de ne pas abattre un mur parce qu'on s'est rendu compte que si on abattait le mur, il fallait faire le plafond, il fallait refaire les sols, il fallait déplacer le radiateur, et tout ça avait un coût énorme. Et on s'est dit, en fait, il y a peut-être moyen de ne pas faire ça, de réaménager un peu plutôt les meubles qu'on avait pour laisser l'impression d'espace en travaillant autrement. Donc vraiment, chaque fois, des choix réfléchis au niveau de cette résidence principale qui était plus vraiment un homestaging avec vraiment, on répare tout ce qui doit être réparé, on appure tout ce qui doit être apuré, on refait toutes les peintures, enfin tous les travaux qui étaient pas très chers. Je prends l'exemple de l'escalier, c'était un vieil escalier tel qu'on peut imaginer pour une maison des années 60, je pense que c'était, qui était un escalier en bois, enfin avec une lasure brun foncé, enfin c'était très sombre, et on a décidé simplement de le poncer, de mettre une partie qu'on n'a pas en blanc, etc. Donc là, ça coûte quasiment rien. C'est juste de la main-d'œuvre, en fait. Et bah voilà, c'est comme ça qu'on a décidé. Et moi, c'est comme ça que je suis rentré aussi dans l'univers des travaux. Parce que, enfin voilà, je ne suis pas du tout dans les travaux à la base. Pour vous dire, quand je faisais les travaux, Charlotte, elle m'appelait Monsieur Catastrophe. Donc, c'était vraiment... Enfin voilà, j'avais deux mains gauches. Ton père qui est plutôt manuel et n'est pas venu nous aider pour cette maison-là, donc enfin c'était vraiment un peu Bob la bricole quoi, qui tente, qui essaye de monter en compétence quoi. Et du coup, sur cette maison, c'est vraiment toi qui as poncé l'escalier, qui l'a repeint, qui a fait les peintures, les choses comme ça. Oui, tout Ok. tout a été fait, mais chaque fois en ayant pas un ego surdimensionné, dans le sens où je savais ce que je ne savais vraiment pas faire. Je savais ce que je pouvais essayer de faire et je savais ce que je ne devais pas faire parce que c'était en dehors de mes capacités. Enfin, je dis ça, j'ai quand même essayé de refaire une plomberie. Ça a été une catastrophe. On avait mis un nouveau radiateur. Finalement, le radiateur, il y a eu une fuite, ça a explosé tout le parquet en dessous. On avait de l'eau qui tombait à l'étage en dessous. Enfin, vraiment, monsieur catastrophe, quoi. Et donc, je hurlais d'en haut à Charlotte en disant, il faut que t'ailles éteindre l'eau. Puis Charlotte, mais je ne sais pas où est l'eau. Ah, lui, ça va, j'y vais. Et puis, hop, c'était ça, nos travaux au début. Voilà. Mais on a tiré les leçons aussi, justement, de ce qui était de notre sphère de compétences et de ce qui ne l'était pas. Et la plomberie ne fait pas partie et ne fera jamais partie de notre sphère de compétences. Donc, tous ces travaux-là, encore aujourd'hui, on fait tout faire. Parce qu'en plus, l'eau, c'est hyper vicieux, ça passe partout. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on a vraiment fait une très, très belle opération sur cette maison, mais on était totalement incompris. Parce que, peut-être que je parlais trop aussi à ce moment-là, mais je disais, de toute façon, quand on va la revendre, et les gens étaient là, mais genre, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils ont acheté l'année dernière, ils ont acheté il y a 2 ans, et c'est vrai qu'à la fois, ça aurait pu être une maison pour la vie. Voilà, c'était vraiment une maison de famille, avec un jardin, etc., dans un joli coin, mais nous, dans notre esprit, on savait que c'était pas une maison pour la vie, c'était qu'une étape. Et du coup, oui, les gens nous prenaient pour des fous, en fait. Et je pense notamment dans ma famille, ils disaient, oh là là, ils vont faire comme papa, maman, ils vont acheter, vendre. Et on l'a vendu 3 ans et demi après. Hein. Ouais. Et on a fait 100 000 € de plus-value sur la maison. Ah ouais, pas mal. Ouais. Ouais, pour une maison à 200, quoi. Donc là, ça nous a permis de nous lancer. Ouais, et même nous lancer aussi, donc là on parle vraiment de l'investissement, mais c'est ça aussi qui nous a fait rentrer dans les finances personnelles aussi. Parce que qui dit qu'on a réussi à avoir un financement à 125%, comme on dit en Belgique, dit aussi qu'on était vachement endetté en fait. Puisqu'on n'avait pas d'épargne, on avait vraiment tout un gros endettement, donc on avait fait un prêt pour la maison et un prêt supplémentaire pour financer les frais de notaire. Et donc pendant les 3 ans et demi, on s'est quand même pas serré la ceinture, mais on a fait des choix forts au niveau de notre consommation pour mettre un maximum de côté pour pouvoir rembourser aussi cette dette-là. Donc voilà, c'est ça aussi qui nous a fait rentrer dans les finances personnelles et à la fois dans l'investissement immobilier. Ouais, vous diriez que vous étiez
des gens qui étaient super bons en finances perso pour économiser? Vous étiez, tu sais, les gens hyper, carrés sur leurs dépenses, en mode, «Je veux absolument économiser» ou comment vous étiez? Moi, je dirais qu'on l'est devenu, parce que tu as parlé justement de notre parcours à tous les deux, enfin notre parcours, notre background familial. Chez moi, on s'est jamais posé la question, comme papa gagne correctement sa vie, bah voilà, l'argent il vient, il part, point. Et du côté de Charlotte, c'est plus, on fait des grosses dépenses, on sait même pas si on a assez. Enfin, il y a vraiment pas de suivi carré ni de son côté, dans sa famille, ni dans la mienne. Et nous, en fait, à un moment, on s'est rendu compte, ok, c'est super, on est propriétaire, c'est l'ego qui parle en premier. Cool, je suis propriétaire, par exemple, avant tout mon cercle d'amis. Puis on se rend compte, ouais, mais on a tout ça à payer maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé de voir directement la réalité en face. On a décidé de suivre nos finances, de ouvrir un bon vieux fichier Excel et commencer simplement à répartir nos dépenses, à voir où partait notre argent. Et c'est là qu'on a fait les premières découvertes que en fait, ça nous coûte super cher. Cet abonnement-là, c'est 10 € en plus. Mais 10 € là, 15 € là, 20 € là, finalement, ça fait vite des sommes, en fait, qu'on pourrait allouer ailleurs. C'est là qu'on est vraiment rentré on a mis les dépenses sur papier. On s'est dit, oui, mais en fait, ça n'a pas de sens pour nous, en fait. C'est pas intéressant. C'est pour ça que je ne parle pas de privation, je parle plus de choix. On s'est dit, mais ça, en fait, si on achète ça, c'est plus pour le regard des autres. C'est pas pour nous, en fait. Et nous, nos projets, c'est la maison. Donc, enfin voilà, on va plutôt arrêter cette dépense-là. Et cet argent-là, on va le mettre de côté en vue de rembourser le prêt pour les frais de notaire. C'est comme ça que ça a démarré. T'as des exemples? Parce que moi, c'est un point qui m'intéresse vachement. Tu vois, par rapport à notre cercle social, à nos amis, tu sais, qui nous regardent, qu'est-ce qu'on dépense pas. Tu sais, c'est toujours enfin, je trouve que c'est quelque chose de fort. En tout cas, nous, on l'a vécu aussi, mais pourquoi t'achètes pas ci? Mais pourquoi tu fais pas ça? Et je dis, bah, toi, c'est bon, tu gagnes bien ta vie. Mais je fais, bah oui, mais non, mais c'est pas la priorité. Et t'as des exemples peut-être pour les auditeurs Peut-être le meilleur exemple que je pourrais trouver, c'était vis-à-vis des voyages, notamment. Donc, comme Laurent l'a dit, moi, c'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Et après quelques mois, ou même, oui, allez, on va dire 2 ans, j'étais quand même hyper frustrée de pas voyager alors que nos amis partaient loin, faisaient des trucs de fou et tout ça. Et nous, on faisait que mettre des sous dans la maison parce qu'au-delà du crédit, on faisait des travaux aussi au fur et à mesure. Donc, tous les mois, en fait, plus économiser pour rembourser anticipativement. Et à un moment, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut trouver pour à la fois voyager et continuer ce projet maison qui était toujours très important pour nous. Et là, on a mis en place, on part depuis lors en échange de maison, par exemple pour les vacances. Et ainsi, c'était vraiment un truc, on se disait, on continue à investir dans notre maison, mais à la fois, on utilise notre maison pour financer ces projets de voyage qui, à moi, me tenaient particulièrement à cœur. Et d'ailleurs, la dernière année où on a vécu dans notre maison, on est parti 10 fois. Trop bien. Et donc là, les gens ne comprenaient pas non plus trop ce qu'on faisait. Ils ne comprenaient pas l'idée de prêter notre maison, tout ça. Par contre, ils trouvaient ça hyper sympa de venir avec nous. De venir avec nous. Ouais. On a les amis qui sont venus avec nous, il y a la famille qui est venue avec nous et ils se disent, mais vous avez échangé par exemple contre un gîte, parce que l'échange de maison, les gens rentrent directement dans les raccourcis. Oui. Mais une fois qu'on le vit, nous par exemple, dans nos recherches de maison, donc il faut savoir, comme je l'ai dit, notre maison, on l'a homestagée, donc on l'a apurée. On n'avait pas d'enfants, donc il n'y avait pas de photos d'enfants partout, donc c'était assez neutre. Donc on avait bien géré cette partie-là et on échangeait par exemple contre des gîtes. Donc on n'allait pas chez les gens, on allait dans des gîtes en fait. Et donc ça nous permettait entre guillemets d'aller dans les aspirations de Charlotte, ce qui était important pour elle, à savoir les voyages, à moindre coût. Et donc qui permettait de continuer dans l'immobilier aussi en fait. Donc c'était même plus qu'un compromis en fait. On s'est rendu compte que cette façon nous convenait en fait, plutôt qu'aller dans un hôtel, parce qu'on a une petite fibre écologique aussi. Et on se dit tiens, c'est une autre façon de voyager. C'est une façon aussi de voyager plus proche. Puisque ça nous a permis d'aller les 10 échanges, je pense que c'était majoritairement en France. Oui. Donc voilà, ça nous permet chaque fois d'aller découvrir des régions de France à un coût complètement dérisoire, quoi. Mais c'est vrai qu'on sort du cadre. On paraît toujours un peu pour des gens un peu bizarres. Tiens, oui, pourquoi vous faites pas comme ça, etc. Mais voilà, on a trouvé quelque chose qui rencontrait nos aspirations, mais qui n'en coûtait pas tout à fait le prix. Et de manière générale, on s'est mis beaucoup pour la seconde main aussi. Par exemple, tous nos meubles de toute la maison, globalement, quasiment, est de seconde main. Mais voilà, on n'achète pas non plus du seconde main comme ça, bric et broc, quoi. On cherche. On a une magnifique salle à manger en chêne blanchi. On l'a acheté 1 000 €.
en seconde main, mais les gens l'avaient acheté 2 ans avant, nous ont donné la facture, ils l'ont payé 6 500 €, quoi. Ouais. Et enfin, on l'adore, notre salle à manger, quoi. Donc voilà, on a petit à petit mis en place toute une série de choses pour avoir à la fois ce qui nous convenait, hein, que ce soit des meubles, des voyages, il y a des choses aussi vis-à-vis de la nourriture et tout, mais trouver le moyen que financièrement ça tienne la route pour qu'on puisse vivre en fait toutes ces choses et construire aussi ce patrimoine qu'on voulait construire, quoi. Et comment se passait en parallèle votre milieu professionnel? Parce que du coup, vous travaillez à côté, hein. Et après, je sais pas quelles sont les études que vous avez fait avant pour atteindre ce niveau de travail. Comment ça se passait avec vos collègues et puis vous, par rapport à votre carrière professionnelle? Est-ce que vous avez des ambitions d'évolution ou est-ce que vous étiez vraiment focalisé sur l'immobilier à ce moment-là? Comment vous arriviez finalement à allier les 2 projets de vie, quoi? Je te laisse commencer? Oui, donc voilà, moi c'est plus simple parce que du coup j'ai pas changé de travail depuis lors. Moi j'ai fait des études de droit et j'ai fait une spécialisation dans tout ce qui est immobilier et environnement. Donc ça aide quand même un peu quand on fait de l'immobilier de connaître les procédures et les règles à respecter. Mais sinon voilà, moi ça n'a jamais été un problème, enfin ça a toujours été compatible avec mon travail. Au contraire, c'était plutôt en soutien. Après, c'est une grosse entreprise, hein, on est plusieurs centaines, donc je veux dire, il y a pas non plus grand monde qui sait exactement ce qu'on fait. Donc voilà, ouais, assez simple. Mais du coup, un travail qui finalement te permet d'en apprendre un petit peu plus pour ton projet personnel qui est l'immobilier à côté. C'est ça. Avec Moi, le le gros avantage, c'est que donc j'accompagne en fait des personnes qui développent des projets immobiliers principalement ou d'entreprises. Et du coup, je suis avec eux toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Je connais tous les fonctionnaires en commune, aux administrations régionales, etc. Je sais que comment dire, que telle procédure est plus facile, que telle autre est plus compliquée. On a beaucoup de règles qui changent actuellement, que ce soit en matière de performance énergétique des bâtiments, que ce soit en matière de gestion des eaux, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un gros avantage pour nous, que même si je connais pas tout comme ça me tombe pas dessus, mais je sais que ça existe, je sais qu'il faut chercher. Et ça, c'est vraiment un gros avantage au niveau administratif, quoi. Mais à l'époque, hein, au moment où on en est dans notre récit, entre guillemets, à la résidence principale, notre première résidence principale, c'est pas quelque chose qu'on voyait, hein. C'était vraiment, ah bah, t'as un job, c'est bien, c'est flexible, t'as quand même pas mal de jours de congé, donc ça te permet de voyager, et c'était tout. Ouais. Enfin, on n'avait pas encore ce mindset-là de se dire, bah tiens, pour plus tard, pour vraiment construire un patrimoine, ça sera utile. Vraiment, la résidence principale, on s'était toujours dit, oui, on va la revendre, mais dans une optique un peu, comme ça, on va pouvoir acheter une plus grosse maison avec la plus-value qu'on va faire. C'était Oui. plus ça qu'on avait à l'époque en tête. Et alors, moi j'ai envie d'avancer. Ouais. C'est quel est le next step? C'est-à-dire l'étape suivante. Donc vous avez réussi à vraiment eu à une phase où vous saviez au fond de vous que votre vie, elle aspirait à quelque chose de spécial et en tout cas de plus grand que juste la vie classique. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais vous aviez déjà cette fibre de se dire, attends, je vais économiser. Ça, c'est pas notre résidence principale pour la vie. Il y en aura d'autres. Donc, vous avez eu cette phase pendant 3 ans, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui. Revente. Oui. La plus-value. J'imagine en plus que vous aviez déjà pas mal remboursé, comme vous aviez fait pas mal d'efforts. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, là? Ben, c'est aussi lié plus à mon parcours professionnel, dans le sens où moi, j'étais dans une course au toujours plus. Donc j'ai une carrière un peu de... Donc moi je suis économiste de formation, donc j'ai tout de suite travaillé en finance d'entreprise. J'étais un peu l'image qu'on pouvait se faire d'un jeune qui démarre dans la finance et qui arrive et qui veut monter les étapes. J'y suis arrivé assez vite, même à un certain moment de ma carrière on m'appelait une fusée parce que je suis passé contrôleur de gestion, puis j'ai changé de boîte, j'ai refait contrôleur de gestion, puis j'ai changé de boîte, je suis devenu directeur administratif et financier, puis j'ai changé de boîte, je suis devenu directeur financier, etc. Et donc toujours cette course au toujours plus. Donc pour répondre à ta question par rapport à la plus-value de la maison, l'idée c'était vraiment, je vends ma petite maison sur laquelle j'ai fait une grosse plus-value pour m'acheter une grosse maison, vraiment dans une optique, comme on dit, rat race, entre guillemets, métro boulot dodo. Enfin voilà, moi j'ai une carrière qui monte, je mets tout mon temps au service de ma carrière. Un directeur financier, ça a une grosse bagnole et ça a une grosse maison quand même. Donc voilà, c'était plus dans cette optique-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait de la plus-value? On a fait une erreur qu'on a réussi à rattraper, mais on a acheté une plus grosse maison.
Ouais, non, mais c'est trop bien de le dire comme ça parce que C'est la vérité, pas C'est la vérité. Non, en plus, J'aimerais bien pouvoir te dire non, attends, on a été super malin. Parce que si on l'avait été, on serait encore à une autre étape. On serait peut-être déjà 100% libre financièrement. Mais là, c'était, on a cette maison-là, elle est bien, elle a une super vue, grande maison, 22 arts de terrain, vraiment, elle en jette au regard des autres. C'est super bien. Enfin, c'est ça qu'on va acheter. Ah, tout le monde nous dit qu'elle est trop chère. On s'en fout, on a les moyens. ouais, ah ouais, ah ouais, donc là, Ça, c'était notre mindset il y a... Oui, et tout en sachant en plus qu'en fait, on vivait à 1 heure de chez nos parents pour la première maison et on a décidé de se rapprocher. Sauf qu'en fait, globalement, l'immobilier est 25% ou 30% plus cher dans la région où on a déménagé puisqu'on se rapproche de la frontière du Grand-Duché de Luxembourg. Et donc voilà, mis tout bout à bout, on voulait une plus grande maison dans une région plus chère. Bah évidemment, c'est pas pareil, quoi. Donc là, clairement, on aurait pu s'arrêter là, en fait, être complètement coincé. donc vous êtes réendetté au max, j'imagine? C'était pas au max. Non, c'était Après, pas au max, mais par exemple, la première maison qu'on a achetée, c'était 214 000. La deuxième, c'était 320, mais 320 avec tout à rénover. Ah oui, oui. Donc, ça tenait le gap. Donc, toute la trésorerie, on avait un peu plus de 100 000 euros sur les comptes quand on a vendu la première. On a tout claqué en travaux, en fait, tout simplement. Et on a même mis encore un peu plus de l'épargne, puisque moi, plus j'ai augmenté dans ma carrière, plus mon salaire a augmenté. Je peux même pas dire on a investi dans une maison, on a dépensé dans des travaux d'aménagement de la maison, quoi. Mais alors, à part ça, votre mindset est resté quand même assez précautionné au niveau de l'argent. Vous avez continué à faire des échanges de maisons, etc. Ou est-ce que vous vous êtes un peu plus lâché? non, on a quand même toujours été parce que à la fois ces travaux, on a quasiment tout fait sur fonds propres. On a utilisé cette enveloppe, mais la suite elle a été largement insuffisante. Donc, on a toujours tout financé sur fonds propres. Donc, on savait que tous les mois, fallait économiser pour continuer à payer tous ces travaux. On n'est pas du tout rentré dans une logique de crédit travaux, crédit conso, tout ça. Ça, on l'a pas fait. Par contre, on est toujours resté que sur des crédits IMO, en fait. On n'a pas de crédit voiture, donc voilà. Donc, on a vraiment continué à économiser, mais toujours avec cette optique où on finance la maison. Puis, un moment, on a quand même, on est arrivé tout doucement au bout de ce projet maison. Et là, par contre, on a quand même eu un déclic en se disant... faut changer la direction parce que certes, on continue à partir en échange de maison et ça, c'est hyper facile parce que plus tu as une belle maison, plus c'est facile de partir en échange de maison. Moi, j'ai 5 demandes par semaine maintenant, évidemment. Et puis, quand on a déjà fait plein, les gens, ils ont confiance. Mais on s'est rendu compte qu'on voulait plus, en fait. On est quelle année à peu près là, Enfin, en âge, c'est plus simple. Ouais, là, on va dire en 2000. On a eu notre premier enfant en 2019, donc on est en 2020. Donc vous aviez on avait 30 ans. 30 ans. Donc, c'est ça. Donc, vers 23 ans, vous achetez la première. 26... On fait les bons choix financiers vendez. pendant 3-4 ans. Puis après, on fait tout l'inverse. Voilà. On détruit tout, entre guillemets. Ouais, et donc, à 30 ans, là, déclic. Là, vraiment, en mode, il faut... Même si Laurent, à ce moment-là, gagnait très bien sa vie, moi, je suis pas à plaindre non plus, parce que je suis quand même cadre dans une grande entreprise. Mais... voilà, l'arrivée de notre premier enfant, le Covid, tout ça, l'arrivée de notre deuxième enfant fin 2020, on a eu aussi très peur pour sa santé à lui. Donc, c'est un peu tout ça mis bout à bout où on s'est dit, mais en fait, je me souviens, un soir, on s'est disputés en promenant le chien parce que je disais, on écoutait déjà un peu des podcasts, etc. Et puis, je disais, oui, mais telle personne, il peut faire ça parce que, genre, il a telle situation. Oui, mais c'est bien, il a dit qu'il avait eu un héritage et c'est comme ça qu'il a financé ses projets. Et je dis, mais nous, on n'a pas tout ça et tout. Et au moment, Laurent me regarde et me dit, tu sais, Chat, si on peut pas le faire, personne peut le faire. Et j'étais là, bof, quoi. Et là, ça m'a quand même fait un petit déclic et finalement, c'est moi qui ai trouvé notre premier investissement quelques jours après, vraiment par hasard en conduisant. C'était même à la crèche à ce moment-là. Je vois un panneau dans le village à vendre. Et donc, je vois après sur Internet le truc et on a été visiter et le lendemain, c'était acheté, quoi. Et justement, je me permets juste d'insister quand on s'est justement un peu disputé là, en allant promener le chien. Ça fait partie du moment où il y a eu un gros déclic. C'est surtout de mon côté, moi au niveau professionnel, j'ai quand même pas mal changé, j'ai pas mal monté, je faisais énormément d'heures de travail par semaine, plus les trajets vers le Luxembourg avec les bouchons, etc.
Enfin, à un moment, je lui dis, il doit exister autre chose. C'est pas possible. Et moi, je voudrais insister parce qu'au niveau mindset, avant le déclic, quand j'écoutais même des podcasts d'investissement, j'aurais pu écouter des investisseurs sereins s'ils étaient sortis à l'époque, mais j'aurais dit, mais c'est pas vrai ce qu'ils disent. C'est pas vrai. C'est pas possible de faire ça. Sinon, tout le monde le ferait. C'est impossible. Enfin, à chaque fois, mon cerveau trouvait des excuses, un peu comme disait Charlotte. Et puis à un moment, j'ai eu le déclic. Et puis j'ai Charlotte qui me revient en me discutant de tous mes anciens démons, entre guillemets, de ma tête, tous mes freins qui disaient non, c'est impossible d'aller se créer une liberté. Et elle me dit ouais, mais non. Puis après, je dis mais merde, à un moment, désolé pour le moment. Enfin, je veux dire, on est tous les deux cadres. On gagne assez bien sa vie. Il y a des gens qui sont partis de rien et qui l'ont fait, quoi. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Donc, ça doit être toi le problème. Si c'est uniquement toi. Et puis, on a commencé à travailler sur nous, on a commencé à se former, même s'il y a très peu de choses en Belgique. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il fallait trouver autre chose parce que moi, au boulot, ça allait vraiment pas. Je voulais vraiment autre chose, mais je savais pas quoi parce que, finalement, t'es quand même pris dans ton boulot et tu connais pas d'autres voies, en fait, hein. Et c'est là où tu me dis, il y a une maison à vendre. Je dis, on va aller la voir. Et puis, on l'a visité, donc on a téléphoné, le panneau venait d'être mis, tu as téléphoné, tu m'as dit, écoute, demain, les visites commencent, tu sais te libérer pour 9h du matin. Je dis, non, tu te rends pas compte, avec mon niveau de responsabilité, les bouchons, etc. Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui dit, si, allez hop, j'ai dégagé. L'avantage d'avoir un poste à responsabilité, c'est qu'on peut inventer des excuses pour dégager son agenda. Ce que j'ai fait, j'ai dégagé les 2 premières heures, je suis arrivé 2 heures plus tard au boulot, on l'a visité. On a fermé la porte de la maison, on a tout de suite fait une offre au prix, sans condition suspensive de crédit. Ça a été un sujet de discorde entre tous les deux. Et je dis, écoute, à un moment, il faut prendre un risque. Le crédit, on l'aura, rassure-toi, c'était 135 000. Oui. Donc j'ai dit, avec ce qu'on gagne, et comme on a déjà remboursé de la maison, puisque, étant donné qu'on avait payé les travaux fonds propres, on s'était dit, ils sauront prendre au moins cette garantie-là, puisqu'on a mis plus de 100 000 euros dans la maison et on a déjà remboursé du capital. Donc on s'est dit, tu fais l'offre. Ça a été un sujet... ça a été des heures de discussion le jour même, et puis on a fait l'offre sans condition, et on est devenu... ils ont accepté l'offre le lendemain matin ou le jour même, je ne sais même plus, mais ça s'est fait en un jour, quoi. Ouais. Donc, Charlotte voit l'annonce, le lendemain matin, visite, offre, et puis acceptation. Et alors, c'était quoi le projet de cette maison ? Alors, en fait, on a acheté une vieille maison de village et on l'a divisée en 2 appartements. Parce que ça, c'est aussi, on va dire, l'avantage de mon travail, c'est que du coup, je connais toutes les procédures. Parce que ça, c'est pas comme en France, hein. En Belgique, il faut permis d'urbanisme. C'est quand même pas aussi simple que ça de diviser des biens. En France aussi, hein. Ouais, je précise pour les auditeurs. Ah, ok. Il faut aussi des permis. Non, c'est le recours à l'architecte qui est différent chez nous. Peut-être, il y a peut-être des... Mais oui, mais c'est peut-être plus compliqué, j'en sais rien. Voilà, mais donc ici, on a divisé la maison, on était assez fiers parce qu'on avait notre permis délivré avant même de passer les actes d'achat. Donc on était sûr, quoi qu'il arrivait, qu'on pouvait diviser parce que... on va dire, nous, où on se différencie peut-être un peu de toute une série de personnes qui sont dans le domaine de l'immobilier, c'est qu'on est plus sur de la création de valeur que vraiment sur du cash flow. Donc les opérations qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, c'est plus là la division en 2 appartements, clairement maintenant tout est fait pour être revendu séparément et là si on les revend séparément c'est jackpot, quoi, tu vois, c'est plutôt là-dessus qu'on met notre énergie, quoi. Ouais, même si la division nous permet d'avoir un cash flow positif qui est quand même très bon, hein. On a 1300 de loyer, c'est ça, 1300 de loyer, et on a le prêt qui est à 800. Donc on a 500 euros de cash flow dessus. Donc c'était très bien pour une première opération, mais la grosse valeur se fera au moment de la revente. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en Belgique, si jamais il y a des auditeurs belges, pour les résidences secondaires, après 5 ans, il n'y a plus d'imposition sur la plus-value en Belgique. Donc nous, en tant qu'AVA, ça fait rêver. Chaque fois qu'on parle avec des investisseurs français, donc si on les garde 5 ans, qu'on le revend, la plus-value est nette. Trop voilà. bien. Au moins 5 ans. Ah oui, c'est excellent. Et donc, nous, on a décidé de faire une stratégie comme celle-là, en fait. Et donc, le plan nous est apparu plus clair dans la tête, l'idée de faire plus ou moins un projet par an. Comme ça, 5 ans après le premier, on commence à revendre, on commence à arbitrer. Et là, vraiment, c'était plus une vision un peu plus long terme que du cash flow direct. Mais on sait qu'il y a quelque chose de solide derrière et qu'on pourra arbitrer par la suite. Donc, on a fait cette maison-là.
Il y a eu d'autres projets après derrière? Oui, il y en a eu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, donc le déclic n'était pas encore tout à fait fait, hein, dans nos têtes et surtout dans la mienne. C'est surtout que moi, je suis quelqu'un d'assez nerveux, qui est assez impatient. Ça fait partie de ma personnalité. J'y travaille tous les jours pour améliorer ça. Et je me suis dit, ouais, mais à coût de 500 balles par projet, au vu de ce que ça représente comme truc, sachant qu'on peut pas enchaîner aussi vite qu'en France, on demande des apports en Belgique. Bon, c'est toujours possible de se faire financer, mais c'est vraiment très compliqué. Donc, ils demandent généralement un apport de 20% plus les frais. Donc, ça veut dire un tiers du projet à amener en cash. Donc, c'est un sacré frein à l'entrée. Ouais. Et j'ai dit à Charlotte, mais là, même avec notre plan, on sera libre dans 15 ans, 20 ans. Il doit avoir des moyens d'accélérer. Il devrait avoir moyen d'accélérer. Et puis, on continue à écouter les podcasts, on continue à écouter les podcasts. Puis, à un moment, on va repromener le même chien dans la même rue. et je regarde Charlotte et je lui dis, tu sais, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est détacher le terrain de notre résidence principale. On a 22 arts. Puis elle me dit, bah oui, je te l'ai déjà dit. Mais je dis, bah oui, mais à ce moment-là, mon oreille n'avait pas entendu. Et donc, on a décidé de se lancer dans une opération de division au niveau de notre résidence principale. Donc, on avait on a toujours 22 arts de terrain. On a décidé de le diviser. Donc, on gardait 12 arts pour nous. Donc, ce qui reste un jardin très grand. Et on avait 10 arts qu'on a détachés. Après, on s'est dit, on est face à plusieurs choix. On a un terrain, c'est génial. Qu'est-ce qu'on fait? On peut soit le revendre, comme ça, on a du cash. Et puis, on peut refaire un projet comme celui qu'on a fait, ou 2 projets acheter 4 appartements, 2 maisons qu'on va rediviser en appartements, puisqu'on s'est rendu compte qu'on était bon là-dedans. Et puis, finalement, moi, j'en pouvais vraiment plus au travail à ce moment-là, puisque le déclic était fait. Donc, je comprenais pas d'avoir autant de responsabilités, de faire autant d'heures, et avec les enfants en plus, c'était chaud. Et pour Charlotte, c'était chaud puisqu'elle en plus de son temps plein, elle avait les enfants. Et moi, j'étais un peu le père de l'ancien temps qui partait tôt le matin, qui revenait très tard le soir, et ma fille, sur les 2 premières années, je l'ai pas vue. Ça a accéléré le déclic. Et donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Il y a un système qui s'appelle les congés parentaux, le congé parental. Ça me permet de prendre 6 mois, qui est payé par l'État, à temps plein, de congé. Donc, j'ai 2 enfants. Donc, je me suis dit, tiens, je pourrais prendre 1 an complet de congé. Qu'est-ce que je peux faire pendant ces 1 an? Et on s'est dit, on pourrait construire des maisons, par exemple, sur le terrain, par exemple. Et donc, on s'est dit ça. Puis après, on s'est dit, oui, mais on va jamais être financé par la banque parce qu'on n'a plus de cash. Enfin, on a très peu de cash, donc pas assez pour se faire financer. Et c'est là qu'on s'est dit, oui, mais on a le terrain. Donc, on a été revoir la même banque. Et puis, on a dit, bonjour, en fait, on a un terrain. C'est notre apport. Est-ce que vous nous financez la construction? Et la banque a suivi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une autoconstruction. Donc, je construis avec mon beau-père, donc le papa de Charlotte, qui est manuel et qui est menuisier. Donc, on construit 2 maisons à Haut-Saturbois en ce moment. Et donc, ça, c'est le projet dans lequel on est lancé et qui sera fini dans quelques mois, dans 2, 3, 4 mois. Et là aussi, c'est un projet qui va dégager une plus-value immense, puisqu'il y a la plus-value de l'autoconstruction et le terrain, finalement. Qu'on le vendra, c'est comme si on l'avait pas payé, entre guillemets. Il est payé dans la résidence principale, mais voilà, il n'y a pas d'emprunt supplémentaire dessus. C'est un projet qui sera aussi à cash flow positif. Donc ça, c'est ce qu'on veille toujours. Aussi à peu près 500 € de cash flow positif. Et puis une énorme plus-value à la revente pour plus tard. C'est génial le mindset que vous avez eu par rapport à vous dire, on a ce projet, on voit comment le faire, mais techniquement, on a le frein du financement bancaire, parce que beaucoup dans notre audience, nos auditeurs, en fait, se posent énormément de questions et se mettent beaucoup de freins par rapport à leur financement. Et là, d'avoir eu la lucidité de se dire, attends, le terrain, je vais le positionner en apport, c'est ce que je vais apporter à la banque, et de convaincre le banquier. En tout cas, en France, c'est clairement pas courant de se dire, je vais apporter un terrain, et derrière, ils vont apporter l'argent pour construire les 2 maisons, sachant que le terrain, techniquement, vous avez encore une dette dessus. Ah oui, c'est ça qui est fort. À la même banque, en plus. Voilà. Et c'est passé crème. C'est passé. C'est là où... Voilà. Mais notre banquier nous avait quand même dit, vous introduisez lundi, vendredi, c'est bon. Vendredi, on n'avait pas de nouvelles. C'est comme dit, oups. Et on a quand même mis bien 3-4 mois à avoir le crédit, en sachant que les taux montaient. À ce moment-là? Quand on a commencé à prévoir le projet, on était vraiment toujours sur les taux qui étaient très très bas. Entre 1 et 2%. Voilà. Et puis, donc ça, c'était vers avril-mai. Et puis, on a déposé notre dossier seulement en septembre parce qu'il fallait que le dossier permis d'urbanisme soit finalisé pour déposer la demande de crédit. Là, ça avait quand même déjà pas mal monté.
On faisait plus trop les malins. Et puis ça a mis du temps au niveau de la banque, parce qu'en fait, la banque ne comprenait pas nos chiffres. Pour la banque, c'était trop beau. C'était trop beau, trop rentable. C'était On nous trop a dit que c'est trop rentable. rentable. Et donc, le mec à Bruxelles, dans son bureau, qui regardait notre dossier, il comprenait pas, en fait. Il voyait pas comment est-ce qu'on pouvait créer de la valeur comme ça, alors que je pense que oui, la plupart des projets qu'ils financent, on emprunte une certaine somme et au mieux, la maison, elle vaut le Ouais. prix qu'on a emprunté, voire moins, parce que c'est souvent ce qui se passe pour les nouvelles constructions. Et donc, on a dû passer par tout un système d'expertise, en fait, par un bureau. Et là, parce qu'on avait eu le cas une fois avec une autre expertise qui avait été complètement bâclée et qui nous avait mis dans la difficulté en termes d'obtention de crédit, là, on a dit, c'est nous à la manœuvre. Et on lui a on lui a préparé son travail au gars. On a fait une expertise. On a fait- On arrive avec le dossier complet, les photos. Mais voilà, moi j'avais été chercher d'autres dossiers d'expertise, que ce soit sur Internet simplement ou d'experts que je connais. Et en gros, j'ai regardé tout ce qu'ils fournissaient, toutes les cartes qu'ils fournissaient, toutes les analyses qu'ils fournissaient. Ok, il veut des mesures de toutes les pièces. Moi, je lui mesure déjà toutes les pièces, quoi. Tu vois. Tout était fait. Il veut des ventes qu'il y a eu dans la région au cours de l'année sur des biens On a parallèles. tout fait. Et on a en plus, comme on aime quand même bien ça, on connaissait tout ça. Je dis, je vais retrouver l'annonce de tel truc. On avait enregistré telle annonce. Il y a telle maison qui est en cours de construction à cet endroit-là. Elles font la même taille, la même disposition. On leur avait fait un dossier de fou. Et c'est seulement, donc l'expert après, voilà, et c'était pas exactement les mêmes chiffres que nous. Fallait qu'il fasse un peu son travail, évidemment. Mais après, le dossier est passé à la banque, a été validé grâce à cette expertise, en fait. Moi, je tiens vraiment à souligner pour l'audience. En fait, il y a toujours un dénominateur commun entre tous les investisseurs, on va dire, à succès. C'est finalement, ils savent pourquoi ils le font. Parce que typiquement, ce que tu viens de nous raconter, mais c'est des énormes barrières de démotivation. Se dire, c'est fini, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Mais tu vois, on franchit une étape, puis il y a encore une autre étape parce qu'il faut faire venir l'expert. Puis l'expert, il comprend pas, puis ça va prendre trop de temps, puis les taux, ils augmentent. Et ça, c'est plein d'excuses pour pas y arriver. Et nous, on en voit au quotidien, en fait, des personnes, dès la première toute petite difficulté, baissent les bras et ils arrêtent. Et en fait, moi, je veux vraiment insister, c'est vraiment quand ça vient de toi. Tu nous l'as très bien expliqué, Laurent, que toi, dans ton travail, t'en pouvais plus, tu avais eu ton déclic, tu savais où tu voulais aller, tu savais pas encore exactement comment tu voulais le faire, mais une fois que tu as trouvé ton système de vente de ton terrain pour construire tes 2 maisons, et là, voilà, vous avez réussi à mettre une sorte de bulldozer en place en mode, OK, nous, on va réussir à franchir les étapes. On sait que ça va être long. On sait que ça va être compliqué, mais on va même prémâcher le travail de l'expert pour y arriver. Et c'est ça qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, l'investissement immobilier, ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut le savoir pourquoi on le fait. Et une fois qu'on a ce pourquoi, en fait, au fond de nous, et que ça vient du fond de nos tripes, en fait, en fait, derrière, on arrive à soulever des montagnes, tout simplement, quoi. Et bravo pour votre parcours. Oui, parce que depuis, je peux dire quand même que les difficultés, on les accumule. Je veux dire, c'est pas non plus un parcours facile. Sans accroc. Mais c'est important de le dire parce que du coup, aujourd'hui, nous qui sommes libres financièrement, qui avons bien investi en immobilier, quand on en parle à certaines personnes, beaucoup de personnes disent « Ah mais oui, mais vous avez eu de la chance. » Pardon ? Mais oui, vous avez investi au bon moment quand les taux étaient bas. Ouais, mais ok, mais les taux, c'est une chose. Mais je veux dire, d'investir dans un immeuble, tu sais pas pourquoi il est sur le marché depuis plusieurs mois et que tu arrives là, tu te dis, mais si je l'achète, en fait, tu as tout le monde autour de toi qui rigole parce qu'en fait, dans l'immeuble, je sais pas, il va s'écrouler, il va s'effondrer, il y a quelque chose. Non, en fait, dans un investissement immobilier, faut prendre des risques. Exactement. Il faut être en capacité de mesurer ces risques et de garantir des choses. Et puis après, avec ça, on avance, mais on peut pas maîtriser 100% des choses, quoi. Et non, la chance là-dedans, elle est infime, en fait. Oui, c'est sûr. Et je voudrais rebondir sur ce que tu dis quand tu dis on savait où on allait. Oui, parce qu'en plus, par rapport à tout ça, on a très peu de soutien au niveau entourage, notamment entourage familial. Et c'est une phrase qui revient beaucoup de notre entourage, c'est « mais vous allez le regretter ». De diviser votre terrain et d'avoir des nouveaux voisins tout près. On avait déjà des voisins, mais on a juste des voisins un peu plus près. Et c'est là où c'est compliqué et où il faut tenir bon et comprendre qu'on le fait pour soi et pas pour le regard des autres. C'est de se rendre compte que on va regretter quoi ? De s'acheter notre liberté ? Je pense pas. D'avoir plus de ce qui nous fait vraiment vibrer ? Je pense pas. Si je vais pas regretter d'avoir un moins beau terrain selon toi, c'est pas ça que je vais regretter. Enfin, je risque pas de regretter cette opération-là, puisque
Et il y a un sens derrière tout ça. C'est pas juste Ouais. une question d'argent. On voit l'argent comme un moyen. Et ce moyen-là, c'est vraiment de nous racheter cette liberté. Et ça fonctionne puisque, bah, à partir, donc moi, mon congé parental va bientôt se terminer, à peu près en même temps que les maisons, et je redémarre à temps partiel. Donc, j'ai pu réussir à négocier, changement de mission, etc. Et je vais redémarrer à temps partiel. Et Charlotte va sûrement aller vers également un temps partiel. Donc, entre guillemets, on sent qu'on Ouais. avance aussi dans le chemin et qu'on va vers plus de ce qui est important pour nous. Ouais. Donc, et pas ce que les gens pensent qui est important. Donc voilà, comme tu dis, savoir ce pourquoi on fait tout ça, c'est tellement important. Alors je sais qu'on l'entend partout et on entend plein de gens le dire, mais c'est la base. Ouais. C'est vraiment la base. C'est le socle. C'est sur ça qu'on s'appuie quand il y a des difficultés, quoi. Et alors, vous, c'est quoi justement votre pourquoi fort Enfin, c'est quoi les choses qui vous unissent dans votre couple et qui vous font soulever toutes ces montagnes? Bah, les enfants. Enfin, comme j'ai dit, moi, j'ai pas vu ma petite les 2 premières années. Enfin, justement, sur les 2 premières années de vie de la petite, je trouvais ça normal. Enfin, c'est parce que j'avais eu ce modèle-là au niveau de mon papa, et j'adore mon papa, et on a une très bonne relation, et c'était juste son chemin de vie, et j'ai voulu juste faire un copier-coller. Puis après, je me suis rendu compte, en fait, ça, c'est pas mon chemin de vie. C'est à moi de le créer, parce que j'y étais pas bien, à juste monter les échelons dans une société, à passer des heures pour une carrière professionnelle. Je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose qui me faisait vibrer, et bah, il a fallu un peu de courage pour se dire, bah, ça, c'est pas mon chemin, en fait. Donc, je vais prendre un autre, je vais le créer. Et les gens ne vont peut-être pas comprendre, mais c'est mon chemin, quoi. Et c'est à moi d'y aller. Il y a personne qui va me dire, non, non, mais Laurent va plutôt par là. Non, non, c'est toi qui dois faire les premières. On est maître de sa vie, tout simplement. Donc, c'est nous qui faisons des choix. Le fait de rester dans sa société, de gravir les échelons, de changer de société, c'est notre propre choix. Hein. Personne ne nous l'oblige. Mais c'est aussi notre propre choix de se dire, je prends ma vie en main, je prends mes finances en main et je regarde en me projetant dans 10 ans comment je me vois, dans 5 ans et comment je fais pour y arriver d'année en année. Quelles sont les briques que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif que je me fixe. Et finalement, on le voit, très peu de personnes font ce travail. Je dis pas que ce travail, il est facile à faire, il est sympa à faire. Je sais qu'avec Dorine, là, on arrive à la fin de l'année, on va faire le bilan de notre année, on va regarder les objectifs de l'année prochaine et on va revoir aussi nos objectifs à 5 ans pour savoir si on est toujours ou pas sur les rails ou s'il faut ajuster des choses, quoi. Ouais. Et même, en plus, quand on est en couple, parce que vous êtes aussi en couple, Ouais. c'est important de s'assurer qu'on est sur les mêmes rails et qu'on n'est pas allé en train dans 2 gares différentes en se disant, non, parce que forcément, on évolue aussi, chacun évolue et c'est important de se resynchroniser au fur et à mesure. Ouais. C'est parce que, pour compléter ta question, c'est donc il y a les enfants, il y a le couple aussi, puisque si je voyais pas ma fille, je voyais pas non plus ma femme. Et il y a aussi tout ce qui nous fait vibrer. Moi, il y a des rêves que je m'autorisais même pas à réfléchir. En fait, j'avais mis tous les rêves au placard, quoi. J'étais parti dans une voie et bonjour à Trace, et puis t'es parti là-dedans, toujours plus, et plus de quoi tu ne sais pas. Mais donc là maintenant, on remet mes rêves par écrit, et Charlotte, elle vit pour les voyages, donc voilà, on est aussi là-dedans, et pour voyager, ok, si t'as de l'argent, c'est génial. Par exemple, si je continue ma carrière professionnelle et que je continue à monter en termes de salaire, c'est cool, t'as de l'argent, mais j'ai pas de temps, j'ai pas de flexibilité, j'ai rien de tout ça. Et donc ça fait partie aussi au niveau de notre nouvelle vie vers laquelle on va. C'est de pouvoir se dégager du temps, de la flexibilité pour pouvoir s'offrir des expériences incroyables en termes de voyage et de voyage avec les enfants aussi. J'ai une question, donc on a parlé des 3 prochains mois, là, quand tu disais que vous allez finir vos maisons et que tu vas retourner au travail en temps partiel, peut-être que toi aussi... Mais moi, je suis déjà à mi-temps. Toi, tu es déjà à mi-temps. Ouais. Et du coup, c'est quoi l'étape suivante alors pour atteindre finalement cette finalité qui est de devenir libre financièrement Est-ce que le 100% reste votre objectif ou est-ce que le 50% est votre objectif final? L'objectif, c'est le 100%. Maintenant, on a compris que ça prendrait du temps. Enfin, c'est surtout moi qui ai compris. Je l'avais compris direct, même moi, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire oui, mais si même eux, ils disent qu'on peut le faire en 10 ans, nous, on va pouvoir le faire en 3. Non, en fait, des fois, ça prend du temps, il faut l'accepter. Donc, l'objectif, c'est bien sûr à 100%. Et pour ça, on a décidé de lancer 2 voies, si je peux dire. On a toujours l'immobilier, puisqu'on est fan d'immobilier. Une fois que les maisons seront finies, on va s'accorder un petit break parce que, là, c'était quand même un sacré projet. Mais surtout, maintenant, ça nous permet d'avoir d'énormes garanties, puisque notre objectif est chaque fois d'avoir des projets immobilier où on a une grosse différence entre la valeur vénale, la valeur de marché et la valeur empruntée. Tout ça, l'objectif, c'est d'avoir aussi quelque chose de gros pour pouvoir mettre en garantie, pour pouvoir enchaîner les projets, même aller chercher des financements à 125% et autres. On n'est pas contre le financement à 125%, il faut juste faire une bonne affaire pour nous. On a du mal avec l'idée d'être financé plus haut que la valeur d'un bien. Donc voilà, l'idée, c'est quand même d'enchaîner au niveau des projets immobiliers, idéalement un par an.
à peu près. Et on a aussi lancé une deuxième voie qui est une voie plus entrepreneuriale, une voie du cœur, en fait, de se dire, bah tiens, on a toujours voulu lancer un podcast, bah, on va lancer un podcast. Tiens, moi je me suis formé en coaching, j'ai l'accompagnement des personnes, j'adore ça. Je dis, bah forme-toi en coaching. Je me suis formé en coaching pendant 6 mois et maintenant on commence à accompagner des gens. Donc voilà, on va plus vers des choses qui nous font plus vibrer, si je peux dire, dans l'entrepreneuriat. Ouais, ça c'est une excellente combinaison, je trouve, de combiner l'immobilier et l'entrepreneuriat. Ça peut être, en réalité, l'entrepreneuriat peut être un gros accélérateur. Ouais. Nous, je sais que Moi, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que l'immobilier aussi est une forme d'entrepreneuriat, en sûr. fait. Donc, du coup, toi, c'est oui, déjà une première étape pour atteindre l'entrepreneuriat mais de manière plus classique, on va oui, dire. oui, oui. Ouais. Mais c'est vrai que être libre financièrement que avec l'immobilier, je trouve que c'est un sacré challenge et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est pas donné à tout le monde de réussir à faire en 5 ans libre financièrement qu'avec de l'immobilier. Enfin, je sais que c'est pas évident et qu'en 10 ans, c'est beaucoup plus, entre guillemets, accessible. Et si on veut accélérer les choses, bah, de faire la doublette IMO-entrepreneuriat, bah, je trouve que ça peut être le parfait envol. Ouais, et comme tu dis, nous, donc l'idée c'est vraiment mi-temps salarié pour le moment, avec qu'on va lâcher plus tard, quand ce sera le moment, et mi-temps entrepreneuriat immobilier. En fait, ce serait plus tiers-temps, parce que je pense qu'on travaille plus que... Parce que, ouais, des fois, pour mettre les choses en place, il faut y accorder du temps. Maintenant, comme c'est de l'entrepreneuriat, donc ce qui nous tient à cœur, on n'a pas l'impression de travailler. Et l'immobilier, on adore ça. Donc, enfin voilà, oui, des fois, quand on est face à des grosses problématiques, on aime un peu moins l'immobilier, mais voilà, c'est plus un tiers, je veux dire, salariat, immobilier. Et là, vous diriez que vous êtes encore dans le dur. Là, vous êtes encore dans la phase où les journées passent et vous vous dites, ouais, il faut qu'on donne tout, là, on doit s'en sortir, etc. Enfin, vous êtes encore dans une phase dure. Enfin, Ouais, là, on est dans le dur. ok. Là, vraiment, depuis les constructions, c'est pas facile. Hein. Clairement, je veux dire, voilà, on construit 2 maisons. Enfin, on découvre. Il y a beaucoup de dimensions techniques, financières, administratives, beaucoup de choses à gérer. Et puis en parallèle, bah, tout est nouveau aussi. Le podcast, c'est nouveau. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est nouveau. Au niveau entrepreneuriat, on n'est toujours que dans une phase préparatoire. Donc voilà, c'est aussi apprendre à se lancer, etc. Donc oui, clairement, c'est nouveau. Et puis bon, on a 2 enfants en bas âge aussi, et on travaille à côté. Donc voilà, enfin moi en tout cas au jour d'aujourd'hui. Donc ouais, on se lève tôt, on se couche relativement tard, et on essaye de travailler quand on peut, parce que parfois on est levé à 5 heures, mais c'est pas nous qui l'avons décidé, quoi. Ouais, en fait, pour moi, je vais pas. Enfin, si c'est dur, mais c'est pas. Je sais pas comment dire. C'est particulier en fait. À la fois, oui, c'est dur ce qu'on fait, mais c'est tellement, je sais pas gratifiant, mais tellement. Enfin, j'ai tellement, moi en tout cas, dans mon cas personnel, travaillé dans quelque chose qui n'était pas du tout aligné avec moi. Le fait de m'aligner, de savoir pourquoi je le fais, bah pourquoi j'allais au travail, je savais pas le dire. Enfin si, moi, les trucs habituels pour remplir le frigo, super. Mais là, pourquoi tu fais l'immobilier, pourquoi tu veux faire le podcast, bah parce que ça me tient à cœur de faire monter en compétence des gens. Ça me tient à cœur de partager peut-être ce qu'on vit. Ça me tient à cœur de construire notre liberté. Enfin, tout ça a tellement... Enfin, je pense que même mon body language le dit. Ça me fait beaucoup plus vibrer que pourquoi tu vas travailler, quoi. Ouais. Enfin, Tu sais que tu souffres pour la bonne raison. Enfin, ouais, voilà. je sais pas si c'est bon, Ouais, mais c'est intéressant parce que je voulais le partager aussi. En tout cas, nous, c'est notre sentiment, je pense qu'on a eu avec Cyril, tu me diras si tu me confirmes, c'est que pendant la période où on bossait à temps plein, qu'on investissait en immobilier, qu'on avait les enfants en bas âge, qu'on faisait des allers-retours, franchement, on avait une vie de dingue. Et on avait vraiment cette impression d'être dans un tunnel, quoi. Enfin, le tunnel tu serres les dents, tu te dis, mais tu t'accroches parce que tu sais que tu es dans la bonne direction. Mais ce qui est super dur, et ça, je veux le dire quand même à l'audience, c'est que concrètement, il y a rien qui change. C'est-à-dire que t'as pas plus d'argent, t'es pas plus riche. c'est même pire. Ouais, c'est ça. Moins C'est d'argent. bon. T'as moins de liquidité. T'as moins de liquidité. Et en fait, les gens, des fois, je te jure, quand on avait terminé nos immeubles, ah bah ça y est, vous êtes riches, pourquoi vous faites pas plaisir Parce qu'il reste plus rien. Et puis c'est pas à ce moment-là qu'il faut lâcher. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, c'est comme si tu tiens le truc et tu peux pas lâcher tout de suite, tu vois. Tu peux pas. En fait, il faut vraiment être aligné avec le fait que tes récompenses, tu les auras plus tard. Et là, tu dois, entre guillemets, serrer les dents. Ouais. T'as pas de récompense pendant encore quelques années, quoi. Ouais. Et moi, je dirais même qu'avec Cyril, on n'est pas encore tout à fait sortis. Hein.
du tunnel, même si on a quand même, maintenant on travaille plus à temps plein du tout. Enfin, On l'est sorti du tunnel au moment où on a arrêté de travailler. Ouais, on est sorti du tunnel. On a la naissance de notre troisième enfant, on en a profité. C'est juste qu'à un moment donné, c'est pas qu'on tournait en rond, mais c'est qu'à un moment donné, on est aussi des personnes à projet. Et c'est vrai qu'on avait besoin de mener des projets que de siroter des cocktails tous les jours, quoi. Donc, c'est là-dessus qu'on a lancé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où finalement, on travaille quand même beaucoup d'heures par semaine pour les investisseurs sereins. J'utilise le mot travailler, mais c'est pas vraiment, comme tu disais, travailler, qu'on n'a pas l'impression de travailler. C'est on prend plaisir dans ce qu'on fait, même si, voilà, il y a des choses sur la communication des réseaux sociaux, des choses comme ça, où c'est pas intuitif et familier pour nous. Donc, du coup, ça demande de l'effort, tu vois. Mais c'est aussi parce que on s'est dit que en fait, nous, en réalité, on est riche en remboursement de capital. C'est-à-dire qu'on rembourse énormément de capital tous les mois avec nos immeubles. En cash flow, on considère qu'on est normaux. Alors, ça va peut-être choquer parce qu'on a quand même un gros cash flow, mais on a plus de 6 000 € par mois de cash flow. Mais pour nous, pour notre vie de famille et tout, à 3 enfants, on trouve que c'est pas non plus la fête au village, quoi. Tu vois, c'est juste bien, quoi. Tu vois, c'est pas non plus. Enfin, j'ai peur de choquer les gens en disant ça. Actuellement, en plus, on est locataire, hein, je précise, donc on a déjà le loyer à payer sur cet argent-là, parce qu'on est locataire là où on enregistre, là, pour les gens qui voient la vidéo. Et en fait, tu vois, on n'a pas encore passé le cap en mode ouais, c'est la fête, machin. Tu vois, on est plus en mode on est encore en construction. Tu vois, même nous-mêmes, psychologiquement, en développement personnel, on est dans cette phase où c'est de sortie de zone de confort, toi, de se faire filmer, de faire des podcasts. On se sent encore en construction, tu vois. Je sais pas, je pense que quand on passera un cap encore au-dessus, ce sera différent, tu vois. Enfin, je voudrais réagir sur deux choses. Pour les 6 000 € de cash flow, il faut pas oublier que vous avez des biens immobiliers derrière, que des fois les biens immobiliers, il y a une chaudière qui casse, il y a quelque chose comme ça, et c'est le cash flow qui le paye. Donc c'est quand même bien de. Ouais. C'est pas que vous avez un petit immeuble qui ramène 6 000 €, c'est plusieurs unités qui ramènent 6 000 €, donc potentiellement des ennuis à la hauteur de ce nombre d'unités. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais réagir, c'est quand tu dis dans le dur, et que Charlotte dit oui, nous aussi on est dans le dur. Nous, ce qui nous a beaucoup aidé et qui nous aide toujours, c'est puisque notre stratégie, elle est surtout sur la création de valeur et le remboursement du capital, c'est notre suivi de la valeur nette. Donc, de suivre vraiment l'évolution de la valeur nette, parce que c'est le seul indicateur qui vraiment, dans notre stratégie, pour nous dit, est-ce que ce que vous le faites dans la bonne direction ou pas, par rapport à ce que vous voulez. C'est ça. Et donc nous, enfin voilà, et que je t'entends dire, tiens, sur le remboursement capital, oui. Et pour moi, la valeur nette pour ça est intéressant à calculer. Ouais, en fait, c'est que pour les gens comprennent, en fait, c'est que même si tu es libre financièrement, ça veut pas dire que tu es riche. En fait, les gens dans leur tête, ils croient vraiment que genre c'est la fête. Mais en fait, en réalité, c'est ça, c'est que nous, c'est ce qu'on doit faire. En plus, là, on doit faire notre bilan financier de l'année. Et ça fait du bien de juste voir, ah oui, ok, en fait, il y a des choses qui se construisent, mais elles se construisent en arrière-fond. Tu les vois pas, tu les sens pas. T'es pas plus riche sur ton compte en banque en mode à dépenser, mais ta valeur, comme tu dis, ta valeur nette, elle augmente au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois. Et le fait de le voir sur le fichier, ça fait du bien. Parce que tu n'en profites pas. C'est pas parce que ta valeur nette augmente que ton cash flow augmente ou que d'autres choses. Enfin, ton train commence de vie, à être dynamique ou ton train de vie. Donc, Et comme tu dis, tu as même une sensation, nous, on a vraiment une sensation d'appauvrissement parce que la trésorerie, elle a fondu. La trésorerie, elle a fondu. Point. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que on essaye toujours de trouver un peu des astuces pour quand même profiter de toute une série de choses et tout, parce que oui, il y a des moments, ça peut quand même être un peu frustrant, hein, on va pas dire le contraire. À la fois, tu sais que tu crées de la valeur, tu sais que tu gagnes de l'argent, mais à la fois, tu l'utilises pas, tu le dépenses pas. Et d'une certaine façon, il y a des moments où tu peux pas parce que tu as tellement de trucs à payer au niveau des travaux ou d'autres projets qui demandent certains financements. Il faut arriver à trouver le juste équilibre pour ne pas en sortir trop frustré, quoi. Ouais. Et vous arrivez à trouver des soupapes un peu pour... Parce que je sais que c'est dur des fois, genre vous allez, je sais pas, vous faites un petit plaisir pour vous récompenser. Ouais, là on a fait vraiment un truc, c'était plus pour moi que pour Laurent, j'avoue. Mais on est parti quelques jours à Porto là cette année et voilà, on est parti dans un 5 étoiles. J'avoue que là c'était un peu craquage, un peu craquage total, puisqu'à côté de ça, on part qu'en échange de maison. Mais à la fois, il y a des moments, ça fait tellement plaisir aussi de juste se dire
ben voilà, c'est une fois, on regarde pas, ou en tout cas on regarde pas trop, et ça a été calculé, ça a été prévu, mais on a aussi le droit de s'accorder certains plaisirs, mais voilà, faut quand même toujours rester dans la mesure, parce que sinon derrière il y aura pas Ouais. assez pour financer les projets, quoi. Ouais. Non, mais trop bien. Ça me parle tellement parce que nous aussi, des fois, tu vois, tu sais, il y a les moments comme ça où, je sais pas si je peux dire, ouais, on pète un plomb, mais en mode, mais on fait tout ça pourquoi, tu vois? Des fois, c'est vrai. C'était en mode, tu vois, ok, super, on rembourse des immeubles, mais je m'en fous. Là, maintenant, aujourd'hui, on peut pas se faire plaisir une fois. Et puis, voilà. Et puis, ça fait du bien de lâcher. Voilà. Et dans les cartons, on verra quand ça va se réaliser, mais ouais, dans les cartons, il y a un voyage au Mexique qui est prévu. Moi, c'est mon pays de cœur. J'y ai vécu pendant une année, et du coup, je voudrais qu'on y aille en famille. Mais voilà, c'est aussi des choses qui demandent quand même à la fois aussi du temps et de l'argent. Mais je vais trouver des astuces et on va mettre ça en place. Trop bien. Super. Bah, en tout cas, je trouve que c'était génial comme échange. J'espère vraiment que les auditeurs, ils voient ce que c'est quand on est dedans, qu'ils ressentent et que ça leur donne de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'épisode sur Instagram ou directement en bas de Spotify. Maintenant, on peut mettre des commentaires directement sur l'épisode. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire directement sur l'épisode sur Spotify. Et les personnes qui vous ont adoré, qui vous ont apprécié, en plus vous êtes belge, donc spécialisé sur la Belgique, et je sais qu'il y a des auditeurs belges, je le sais, parce qu'en plus j'ai des questions parfois de Belges en plus qui me posent des questions sur Instagram, et moi malheureusement la Belgique je connais pas bien. Donc les personnes qui veulent vous suivre, voire même, j'imagine que peut-être que vous faites des accompagnements un petit peu IMO déjà sur la Belgique. En tout cas, vous avez cette compétence-là. Comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec vous? Comment ils peuvent vous suivre? Et le podcast que vous avez d'ailleurs, de quoi il parle? Peut-être que vous pouvez faire votre petit... Donc voilà, alors on a un podcast qui s'appelle Money Mindset, le podcast. Donc on parle d'argent au sens large, mais on met aussi évidemment le focus sur l'investissement immobilier. Mais le but, c'est d'accompagner les gens dans toute forme d'investissement et arriver à sortir de peut-être de leur propre blocage. C'est un podcast qui s'adresse quand même assez bien aux débutants, on va dire. En tout cas, c'est vraiment... On propose aux auditeurs de nous suivre et d'avancer avec nous sur le chemin vers la liberté financière finalement. Et on est donc sur Instagram, on est sur Facebook, on est aussi pas mal présent sur LinkedIn, sur nos profils personnels. Et on a un petit site internet avec un blog. Ouais, mais c'est Voilà. surtout Instagram, LinkedIn, Money Mindset, le podcast. Voilà. Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode pour les auditeurs qui sont intéressés. Comme ça, vous pourrez cliquer et les retrouver. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Cyril, tu veux faire la conclusion? Non, mais je voulais juste te remercier, Dorine, de participer au podcast. Ça m'a fait plaisir. Voilà, du coup, j'étais encore sur les pincettes pour pouvoir interagir, pas te bloquer dans ton récit, mais c'est super intéressant. Mais je sens que tu vas bientôt en faire plus, Cyril. Ce n'est que le début. On espère, nous. Bon, merci beaucoup à tous. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Salut.